Je laisserai la parole pour l'animation de cet atelier, excusez-moi, de cet échange à Ahmed Dahmani. Et on a souhaité, pour que cet hommage soit digne, qu'il y ait parmi nous des journalistes algériens. À ma droite, il y a Sama, journaliste exilé, qui veut dire les conditions de l'Algérie ne permettent pas. Mais heureusement que le peuple algérien ne baisse pas les bras. Et il continuera et il arrivera. Ça c'est sûr et certain. Il arrivera à retrouver sa dignité. On m'a demandé d'animer cette table ronde, ce débat autour des libertés d'expression au Maghreb. Vous remarquerez qu'on n'a pas d'amis tunisiens parmi nous, parce que la Tunisie, elle est dans une autre phase. Je ne sais pas vers où, mais en tout cas, elle est sortie de la dictature de Ben Ali, mais le chemin vers la démocratie est encore très très long, de ce que je connais de la Tunisie. Mais alors, je vais faire une introduction à ce débat en donnant quelques éléments qui peuvent faire réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais aussi réfléchir à ce qui arrive dans nos pays. Alors je vais partir d'un document qui est paru en 2002. C'est un document qui a été publié par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Le PNUD est un peu dans la galaxie des organisations internationales, un peu le pendant de la Banque mondiale. Le PNUD est donc, il est sous tutelle de l'ONU. Et il publie depuis les années 2000 un rapport sur le développement dans le monde. Et puis depuis 2002, il publie un rapport sur le développement humain dans le monde arabe. Et dans le rapport de 2002, je vais vous lire quelque chose qui va vous indiquer la situation des libertés d'expression. Je lis. La région arabe enregistre le plus faible taux en matière de liberté d'expression et de responsabilité politique de toutes les régions du monde. Ça vous donne déjà un état. Dans le monde arabe, c'est la région où en fait la liberté d'expression est la plus faible du monde entier. Ça c'était en 2002. En 2003, le rapport, il se fait tous les ans, il dit que la question des libertés n'est pas due aux lois en vigueur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi, c'est parce que tout simplement les lois existent, mais elles sont violées. Donc, ce n'est pas les lois en vigueur qui existent, donc qui posent problème, mais plutôt leur violation. À l'omniprésence de la répression, à des pratiques incontrôlées et à l'hégémonie de la censure. 2003. Donc le même rapport qui se renouvelle, il encore enfonce le coup et jouissent de prérogatives plus larges que celles conférées à d'autres services. Donc une omniprésence des services de sécurité dans ces pays. Le service de sécurité dispose de ressources considérables, intervient dans toutes les prérogatives du pouvoir exécutif, notamment dans les décisions de recrutement des fonctionnaires, de réglementation des associations, au point que l'État dans les pays arabes est souvent qualifié d'un État des services de renseignement. Voilà le tableau qui a été dressé au début des années 2000, 2002, 2003, 2004. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Tunisie a connu une révolution, appelons-la révolution, puisqu'on a chassé le dictateur Ben Ali, et la mise en route d'un processus démocratique. Aujourd'hui, il y a les élections présidentielles. Je ne sais pas ce qu'elles vont donner, mais en tout cas, il y a une petite lueur. Du côté marocain, on a ici deux exemples.
en matière de liberté d'expression. J'ai à ma gauche Abou Bakr Djemri, qui avait fondé un journal. Il pourra préciser lui-même les conditions de son interdiction et le fait que, effectivement, depuis des années, Abou ne peut pas s'exprimer librement au Maroc dans un journal qu'il aurait fondé ou créé. Ça, c'est le côté, effectivement, la presse. Concernant la liberté d'expression artistique, l'autre exemple à ma gauche, c'est Ahmed Snoussi, dit Bziz au niveau populaire. Et bien le Maroc s'enorgueillit d'organiser chaque année ce qu'on appelle le Marrakech du rire, à coups de dollars et à coups évidemment, d'artistes complaisants qui viennent amuser la galerie à Marrakech. Alors que les artistes humoristes tels que Bziz sont interdits, et de ce que je sais, il pourra le préciser lui-même, ça fait un quart de siècle qu'il ne peut pas s'exprimer au Maroc. Voilà donc des exemples concernant le Maroc. Concernant l'Algérie maintenant, l'Algérie, comme vous le savez, est en train de connaître des bouleversements majeurs. Depuis disons la mi-février, les Algériens sortent par millions et maintenant par centaines de milliers dans la rue chaque vendredi, les étudiants chaque mardi, et maintenant des régions qui sortent n'importe quel jour de la semaine pour réclamer quoi? Qu'on aille vers un système démocratique, un état de droit qui respecte les libertés, qui respecte les droits humains. Or, depuis maintenant près de 7 mois, malgré la mobilisation, le pouvoir qui est apparu, et comme on dit dans le jargon, le roi élu, le pouvoir militaire, en fait, ne veut absolument rien céder. Et sur le plan des libertés, non seulement il ne cède rien, mais on a aujourd'hui soit des citoyens qui sont mis en prison parce qu'ils ont manifesté avec un drapeau amazigh, soit des hommes politiques et des hommes d'opinion qui sont emprisonnés pour leur position. Je ne parle pas de la presse. La presse, Abdou Sammar va en parler mieux que moi. Il y a des journaux qui sont interdits. Il y a des journaux électroniques qui sont interdits. Et la presse écrite, qui ne rentre pas dans le discours du pouvoir, elle est en train d'être asphyxiée par des raisons simples, c'est-à-dire qu'on leur retire la publicité. Et c'est comme ça qu'on est en train de tuer toute une partie de la presse algérienne relativement libre, justement en jouant sur l'aspect de la publicité. Voilà un peu pour donner le tableau de la situation au Maroc et en Algérie, et je donne la parole maintenant à nos amis. Nasser Boudré, voilà. On va donner la parole à Abdou Sammar, je veux dire à lui. J'espère que n'a pas été trop long pour vous, et je cède la parole à mes amis à droite et à gauche. Je dirais juste un mot, qu'on soit prêt, parce que tout à l'heure, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, la musique ça va être à fond, ça on en profite pour écouter nos amis. Bonsoir, je vous remercie énormément de m'avoir invité d'abord. Je tiens à rendre hommage à cette association qui se bat d'abord pour une cause noble, et je vous remercie énormément d'avoir créé cet espace de liberté d'expression. D'abord, voilà des espaces qui nous manquent beaucoup dans le pays. Moi je suis très ému, très touché par cette mixité algéro-marocaine, tunisienne, maghrébine. Malheureusement le Maghreb n'existe que dans nos têtes, parce que les dirigeants ont tout fait pour nous séparer. Il se trouve que moi j'ai beaucoup connu le Maroc, j'ai beaucoup d'amis qui sont au Maroc, j'ai beaucoup d'amis journalistes marocains qui ont beaucoup souffert. Et on a vraiment, des fois on échange énormément entre nous depuis des années, depuis carrément 2010-2011. Et j'estime énormément qu'il y a énormément de convergence. Je crois que les combats d'aujourd'hui, c'est des combats maghrébins, c'est des luttes maghrébines. Ça ne sert absolument rien d'imaginer qu'on peut changer l'Algérie si on n'a pas une vision maghrébine plus tard.
L'Algérie ne peut pas changer si derrière le Maroc et la Tunisie n'accompagnent pas ce processus de changement. Et vice versa. Il ne peut pas y avoir un changement intéressant au Maroc, une dynamique intéressante au Maroc, s'il n'y a pas aussi quelque chose qui l'accompagne en Algérie. Nos destins sont liés, sont vraiment liés. Et je ne dirai jamais, je pense que le jour où on va ouvrir cette frontière maudite, j'oublierai jamais le reportage le plus déchirant de ma vie. C'est lorsque je suis parti du côté algérien à Porsi et de l'autre côté marocain à Saïdia, et lorsque je vois des familles une frontière qui les divise, et les jours de chaque Aïd, on se jette des gâteaux, où à 18h chaque fin de journée, les Marocains et les Algériens viennent s'échanger, nous on vous aime, nous aussi, et tu as deux armées qui nous séparent comme ça. Je pense que le jour où on va enfin se débarrasser de cette frontière, on peut nous estimer et parler d'une véritable démocratie ou d'un changement maghrébin. Ça, que je sois très clair là-dessus. Moi, je me bats pour une perspective maghrébine et beaucoup de jeunes Algériens, je peux vous assurer, sont conscients de cela. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des régions. Le pays, la nation, tout ça, c'est des concepts qu'il faut absolument qu'on dépasse. De un. De deux, vous voulez que je parle de l'Algérie, ça va être très compliqué pour moi de parler en quelques minutes, mais je vous donnerai quelques grandes lignes. Moi, j'appartiens à une nouvelle génération de journalistes algériens. J'ai étudié un peu ici en France. Ensuite, j'ai fait le Watan en Algérie, qui est une école, qui est un quotidien parmi les quotidiens les plus respectables. Mais la presse classique algérienne avait des contraintes, il y avait des problèmes d'autocensure, il y avait des problèmes à s'adapter aux besoins informationnels de l'Algérie, des jeunes Algériens. Il faut savoir qu'on est un pays très jeune, on fait quand même 1 million de bébés par an depuis des années. Et en l'espace de 10 ans, 15 ans, il y a une nouvelle génération. Et grâce à la démocratisation du web, l'émergence des médias électroniques a changé tout simplement la donne. Avant, on avait des grandes lignes. C'est simple, les grandes lignes, c'était la santé du président Bouteflika, c'était les grands affaires de corruption, etc. Quand moi j'avais lancé Algérie Park, les gens me prenaient pour un fou. Ils me disaient, mais c'est pas possible, tu vas pas parler de la fortune de Haddad, ou de la fortune des Koninev, ou des autres. Ces gens-là sont très puissants, ils ne tomberont jamais. Et lorsque 4 ans plus tard, on voit que ces gens-là ont pris le même camion que moi j'ai pris, qui m'a emmené à la prison d'Al-Kharaj, je me dis c'est une belle revanche sur la vie. C'est une belle revanche parce que ce camion-là qui nous emmène à Al-Kharaj, il m'a emmené moi, journaliste, Adel Mellah, journaliste, Mohamed Tamed qui est mort, blogueur, journaliste, et d'autres, des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui c'est clair, nous, notre travail, quand il y a un mouvement, la question principale, quel est le rôle du journaliste lorsque toute une population se révolte? C'est ça la question. Parce qu'avant, on devait informer et casser les tabous. Après, la population a pris le relais, elle s'est révoltée, elle s'est appropriée de l'espace public, elle a dit des slogans clairs, elle a voulu chasser une mafia politico-financière. On a nous révélé, pour notre part, comment le vol des richesses de notre pays se faisait. Maintenant, la population a pris le relais. Une fois que vous avez des millions de gens dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre rôle? Moi, j'estime que notre rôle, c'est de participer à la maturation de ce mouvement populaire. Qu'on puisse aboutir réellement. Parce que en Égypte, ils sont aussi sortis. Mais après, il y a eu Sisi. Par exemple, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de Sisi en Algérie. C'est qu'on a toujours dit qu'il faut faire la gaffe. Le départ des Bouteflika ne signifie pas le départ du régime. Le régime algérien est une matrice très complexe. Et notre rôle, nous, en tant que journalistes, c'est de faire de la pédagogie, pas faire du sensationnalisme. C'est d'expliquer qu'un clan n'égale pas un régime, que tel dirigeant, il est parti certes en prison, mais derrière lui, il y a un appareil. Que l'appareil répressif algérien n'est pas encore tombé. C'est de donner cette réflexion, c'est d'imprimer cette matière intellectuelle qui permettra ensuite aux manifestants qui sont sur place de ne pas lâcher. Parce que l'objectif aujourd'hui actuel, pourquoi juste après le départ de Bouteflika, il y a eu une grande déception pour certains. On s'attendait, les gens croyaient que dès que Bouteflika et ses frères allaient partir, avec l'enfermement d'une dizaine de personnes, ils croyaient que la démocratie allait tomber du ciel en Algérie. Pas du tout. La dictature, c'est d'abord des institutions, c'est d'abord des processus, c'est pas des personnes. Le régime, les militaires, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que les Algériens s'étaient sortis dans les rues juste pour réclamer la fin de la corruption ou la fin d'un clan. Mais lorsqu'ils ont compris que les Algériens voulaient plus que cela, ils voulaient l'instauration d'une nouvelle gouvernance. Ils voulaient en fait recréer l'Algérie, une nouvelle Algérie.
une Algérie où les jeunes peuvent accéder au pouvoir, une Algérie où on est libre, où on peut casser les tabous, on peut s'exprimer, où les télévisions se libèrent, etc. Les militaires, dès qu'ils ont compris que c'était ça la revendication principale, et non pas le départ d'un clan au pouvoir, ils ont verrouillé. Aujourd'hui, la plupart de nos sites internet sont verrouillés sur internet. Karim Tabou, son arrestation, c'est pas la peine de la commenter, vous l'avez tous vécu. Il y a un nombre élevé, je dis bien un nombre élevé, de blogueurs, de cyberactivistes, de Facebookers qui sont en prison. Pourquoi on n'arrive pas à médiatiser tout ça? Parce que l'Algérie est un grand pays, c'est le grand pays d'Afrique. Marseille est plus proche d'Alger que Tamanrasset. Donc quand il se passe des choses à l'intérieur du pays, c'est très compliqué de contrôler. Ils essaient de contrôler Internet. Aujourd'hui, on est dans le virage le plus important. On est en train de connaître le point d'affrontement le plus vital. Là, on est dans un bras de fer entre une institution militaire dirigée par des généraux très âgés qui ne comprennent pas pourquoi les Algériens veulent d'une nouvelle Algérie. Et entre une nouvelle génération qui veut absolument se battre pour des droits civiques et pour des libertés publiques dans la liberté d'expression. Et dans son bras de fer, il faut être clair, on va payer des sacrifices. Il y aura de nouvelles, je suis sûr que dans les semaines à venir, il y aura de nouvelles incarcérations. Il y aura de nouvelles arrestations. Mais nous, notre rôle en tant que journaliste algérien, c'est de donner de l'espoir à ces manifestants. C'est de leur dire, c'est pas grave. On est tous partis en prison, il vaut mieux rester 5 mois, 6 mois en prison que de vivre toute sa jeunesse et toute sa vie dans une caserne enfermée, de revenir au point de départ. Ça fait 30 ans qu'on scoltine le régime algérien. Si cette fois-ci le passage on ne réussit pas, on va revenir au point de départ et on va se retrouver avec un Sissi algérien, ça va être très compliqué. C'est le virage qu'on ne doit pas rater. Et notre rôle, nous encore une fois, c'est de leur donner une vision. Oui, une Algérie différente, elle est possible. Un Maghreb différent, il est complètement possible. C'est demain, le régime militaire algérien, comme au Soudan, il cède la place aux civils, je suis sûr que la vague va aller au Maroc. Je suis sûr que nos amis marocains, ils vont se réveiller parce qu'il est réveillé le Maroc. Il y a énormément de choses qui se font sur place. Mais ils pourront s'inspirer pour qu'il y ait un mouvement encore plus collectif. Et demain, si le Maroc se libère, le Maghreb va se faire. Et ça, c'est je dirais, ce n'est même pas un choix qu'on doit faire, c'est un but obligatoire vers lequel on doit atteindre. Parce que si on n'arrive pas demain à libérer notre région et à en faire un havre de paix et de liberté, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences catastrophiques qu'il peut avoir sur toute la Méditerranée ensuite. Donc le rôle de la presse est de continuer à faire de la pédagogie, et de continuer à enquêter, et de continuer à faire des sacrifices. Nous sommes une profession qui est appelée à faire des sacrifices. Moi je viens d'un pays, dans les années 90, plus de 150 journalistes sont morts. Et encore, c'est un chiffre au rabais. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus. Il faudrait qu'on comprenne qu'on est des éclaireurs, et qu'on doit éclairer, et qu'on doit être convaincu que le chemin est encore lent. On ne doit pas vendre un rêve. La liberté, la démocratie ne se fait pas. On ne va pas faire en 6 mois ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Et je pense que ce que je dis est valable pour tous les pays maghrébins. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que je préfère davantage l'échange. Donc je ne ferai pas comme un dirigeant algérien qui parle beaucoup, que je cède la parole. Bravo. Merci. Je voudrais juste rebondir sur un élément absolument essentiel. Tu as parlé de l'effet domino que peut avoir la chute du régime algérien. Je pense que c'est un des gros soucis, notamment au niveau de la région. C'est-à-dire que cet effet domino, il est craint non pas seulement par les pays de la région, mais aussi par les pays occidentaux. C'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir très sérieusement. Et que sans nul doute que le soutien direct ou indirect qu'a le régime algérien aujourd'hui de la part d'un certain nombre de puissances est dû à ça, notamment. Je cède la parole maintenant à Aboubakr. Merci. Je ne peux pas commencer autrement que par parler de Hajar Ressouli. Pour 2 raisons. La première, c'est que, et je vais être très égoïste dans ce que je vais dire, parce qu'elle souffre pour moi en tant que journaliste. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé parce qu'elle est journaliste. Et qu'elle paie un prix que normalement on aurait dû tous payer. Certains d'entre nous l'ont payé avant. Mais l'ignominie et la sauvagerie de la façon dont elle a été traitée doit nous indigner tous
Et quand je dis indigné, il ne faut pas qu'on s'arrête à l'indignation, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait la chose la plus, j'allais dire la plus basique, la plus celle de mettre sa photo au lieu de la mienne. Je n'ai pas trouvé d'autre chose et j'ai même lancé un appel qui n'a pas été suivi du tout, de remplacer nos photos sur nos réseaux sociaux par sa photo à elle, parce que je voulais que les réseaux sociaux soient inondés par le visage de cette jeune dame qui aujourd'hui souffre pour nous. Et elle a aussi souffert pour une autre raison qui est peut-être un aspect un peu plus polémique. Heureusement, ce que je vais dire là n'a pas véritablement pris, mais il y a eu une petite musique nauséabonde qui était celle de dire c'est la nièce de Ahmed Raissoni, elle a l'air de porter un voile, donc finalement elle est hypocrite et que finalement si ce qui lui est en train d'arriver est quelque part mérité. Et là aussi elle souffre pour nous, parce qu'en tant qu'homme musulman, on ne voit pas sur mon visage que je suis musulman. Mais quand une dame musulmane porte le voile, elle est musulmane. Et quand il y a des actes d'islamophobie contre ces dames-là, c'est en fait parce que nous, on n'est pas apparentes, c'est elles qui sont apparentes et qui souffrent pour nous. Et sans tomber dans une espèce de tribalisme religieux, du tout. D'ailleurs, je ne veux même pas rentrer sur le débat sur le voile parce que c'est pas mon propos, ni vous dire si je suis pourquoi, parce que c'est vraiment pas le propos. Le propos est de dire qu'il y a une espèce d'attitude nauséabonde dans ce pays parfois raciste qui tend à cibler ces dames-là et à leur enlever leurs droits. Et donc aujourd'hui, si on doit parler de quelqu'un, si on doit parler de liberté de la presse et des droits de l'homme, il faut parler de Hajar Raissoni en premier lieu. Je suis incroyablement honoré d'être ici aujourd'hui parce que le journal a fermé ses portes en janvier 2010. En janvier 2020, ça fera 10 ans que le journal n'existe plus. Et quand on se rappelle de cette aventure est pour moi le plus beau des honneurs, et je sais qu'aujourd'hui il y a au moins 2 autres membres de la rédaction qui sont ici, et ils savent à quel point cet honneur est important pour nous, pour plusieurs raisons. Non seulement parce que les gens se rappellent encore, en tout cas certains se rappellent encore de ce qu'a fait ce journal, mais aussi parce qu'il vient d'une famille d'idées qui a été très importante dans la vie du journal lui-même. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le journal a prospéré, pas financièrement, mais j'allais dire a prospéré en termes de popularité, parce qu'il s'est nourri de courants de pensée marocains, parce qu'il s'est nourri de militants des droits de l'homme. Je peux vous citer, je peux m'asseoir avec vous et vous mettre devant vous les archives du journal, et je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous mettez le doigt sur un dossier que vous trouvez très intéressant, qu'à l'origine il y avait un militant des droits de l'homme quelque part au Maroc, en France ou ailleurs. Et que moi je rigolais, je disais la map du journal c'était la MDH. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, c'est la vérité, on trouvait un militant qui nous informait, qui nous expliquait, qui avait le courage de nous aider à faire ce que nous avons fait. Et que donc je suis incroyablement honoré aujourd'hui que la TMF, qui fait un travail par ailleurs extraordinaire avec peu de moyens, décide de m'honorer moi à côté d'un autre monsieur pour lequel j'ai un respect infini qui s'appelle Ahmed Snoussi. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter un souvenir d'un garçon de 50 ans, moi-même, en 1973. Eh bien, j'ai connu Ahmed Snoussi en 1973. Et pour faire le raccord avec ce que je viens de raconter par rapport à la gauche, je l'ai connu le jour où on est allé le chercher pour venir participer à une fête qui célébrait la sortie de prison de mon père. La première fois que j'ai vu Ahmed Snoussi, j'avais 5 ans, et c'était à l'occasion d'une fête pour fêter la sortie de prison de mon père. Donc voilà. Je ne vais pas m'étendre, les gens parleront après d'Ahmed, je viens de lui dire, je considère qu'il a commis le plus grand, à mon avis, le meilleur spectacle de l'histoire de l'humour au Maroc, qui est un spectacle à mon avis qui est au-delà de la comédie, qui est un spectacle philosophique, politique, qui à mon avis est un sommet, mais bon ça c'est un autre débat, on peut en parler plus tard. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la presse, l'importance de la presse aujourd'hui, et en conjonction avec ce qui se passe au Maroc, en Algérie et ailleurs. Nous sommes aujourd'hui face à des États qui sont en échec. Des régimes autoritaires de la région, pas seulement d'ailleurs de la région, quand vous analysez les autoritarismes à travers le monde, à commencer par le Chili de Pinochet, l'Asie, etc., on se rend compte que ces régimes, en réalité,
vendent une proposition à leur peuple qui est celle de, pas de liberté politique, mais au bout il y aura la carotte de l'évolution économique et de la prospérité économique. Et on a eu, dans la région, on a eu un autre élément qui s'est ajouté à cette carotte qui est celle de la prospérité économique, qui, comme on le sait, est illusoire et qui va permettre de faire la relation avec l'affaire de Hajar, qui est celle des droits des femmes. C'est-à-dire que, et ça a commencé d'ailleurs, même avant, ça a commencé avec Ben Ali. Beaucoup de gens dans ce pays hésitaient à critiquer le régime de Ben Ali, sous prétexte que le régime de Ben Ali, au moins, respectait les droits de la femme et que l'alternative, c'était ces fous furieux islamistes qui allaient venir, qui allaient obliger les femmes à porter le voile, etc. etc. Et l'affaire de Hajar, d'ailleurs, démontre que c'est un pacte faustien, que c'est un pacte avec le diable. Et que les droits de la femme ne peuvent être respectés pleinement que dans le cadre d'un véritable processus de démocratisation qui va passer par une confrontation idéale avec le camp conservateur. Et qu'on ne peut pas tricher à cet examen-là en pensant qu'en se cachant derrière l'autoritarisme et la dictature, nous allons aider les femmes. C'est une vision illusoire parce que les autoritarismes, comme toutes les dictatures du monde, ne vivent que pour une chose, c'est perdurer. La partie de leur cerveau la plus développée, c'est le cerveau reptilien. C'est la survie. Et si pour survivre, il faut prétendre défendre les droits de la femme, ils le feront. Et si pour survivre, il faut attaquer les droits de la femme, ils le feront. Et que donc c'est un pacte qui est illusoire et dans lequel j'espère ceux qui se battent pour les droits de la femme, et on devrait tous se battre pour les droits de la femme, c'est un piège dans lequel on ne devrait plus tomber. Revenons à l'aspect économique. Aujourd'hui, on est en échec. Ces régimes sont en échec. Lorsque vous analysez le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe ou le printemps des peuples, plus justement, il n'y a pas beaucoup de consensus chez les penseurs, chez les analystes, de ce qui a vraiment déclenché ce phénomène-là. L'une des rares sujets de concorde, c'est comment ça a été déclenché. Et on le sait, c'est très précisément les jeunes au chômage dans les villes. Alors qu'à la limite, et ce qui m'amène moi à dire, lorsque vous avez un régime autoritaire qui vous dit « moi j'ai réussi à dépasser le cap du printemps arabe », ce qui est le cas du régime marocain, je pose une seule question, quel est le taux de chômage des jeunes dans les villes? Parce que c'est cette portion démographique en particulier qui a provoqué et qui continuera. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le printemps arabe? Ce niveau de chômage a en fait empiré. Ce qui s'est passé au RIF n'est pas qu'une réplique du printemps arabe, c'est la suite. Le tsunami est à venir. Pourquoi? Parce que ces régimes-là ont été incapables de résoudre l'équation qu'ils prétendaient eux-mêmes résoudre, qui est celle de l'équation de la prospérité économique. Et je ne vais pas rentrer là aussi dans les termes parce que c'est un débat fascinant. Qu'est-ce qui fait que les politiques économiques ne fonctionnent plus? Une vision ultralibérale, ou même une vision qui se dit libérale, mais qui s'exonère totalement d'une justice indépendante. Et ceux d'entre nous qui considèrent que le marché peut être une institution de prospérité savent que l'institution du marché ne peut pas fonctionner sans une indépendance de la justice, sans un État démocratique, parce que ça donne littéralement la mafia. La mafia, la définition de la mafia, c'est exactement l'offre et la demande sans les institutions. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a fini par avoir en Tunisie, en Égypte, en Algérie et au Maroc. Lorsqu'on parle de ces phénomènes-là, pour moi, et c'est là où je suis optimiste, c'est que je fais partie de ceux qui avouent avoir été surpris par la nature de ces soulèvements. Parce que si vous m'aviez posé la question en décembre 2010 ou en novembre 2010 sur ce qui pourrait se passer si jamais il y avait des manifestations de cette ampleur-là, je vous aurais probablement dit, parce que c'était ce que j'avais en tête 65 et 81, en tous les cas pour le Maroc, et peut-être ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie, je vous aurais dit les émeutes. Ça va brûler les voitures, et on risque de tomber dans une guerre civile, et ce qui est en fait la meilleure carte pour les régimes autoritaires. C'est sur cette carte-là que le régime militaire algérien a prospéré, c'est sur cette carte-là que Hassan II a prospéré. C'est en se tournant vers les autres sections de la société en disant, vous voyez ces fous furieux de démocrates, voilà ce qu'ils nous ont donné, l'anarchie. Donc il vaut mieux accepter ma dictature à moi, mon autoritarisme à moi, plutôt que de tomber dans l'anarchie. Et qu'avons-nous eu? Nous avons eu une formidable surprise. Nous avons eu des mouvements matures, nous avons eu des mouvements pacifiques, nous avons eu des mouvements d'une intelligence politique incroyable. Le mouvement du RIF est d'une intelligence incroyable. Ce qui se passe en Algérie est une leçon d'intelligence politique. Ce n'est pas seulement que les gens descendent dans la rue, c'est comment ils le font, c'est comment les gens, c'est quel type de slogan,
C'est l'aspect d'ouverture qui justement est une très belle leçon pour tous ceux qui pensaient penser et comprendre ce qui se passait dans nos sociétés. Et cette heureuse surprise, il va falloir aujourd'hui l'exploiter. Comment peut-on construire un avenir commun avec cette formidable ressource que ce peuple aujourd'hui est en train de nous offrir. Et c'est là que la presse entre en ligne de compte. Vous savez, quand le journal a été interdit, j'ai beaucoup réfléchi avec des amis. Qu'a fait le journal qui a véritablement déclenché la colère et l'irrité? Qu'a fait le journal qui a mené à ce qu'il soit interdit plusieurs fois, à ce qu'il soit boycotté par les annonceurs, etc. Et aujourd'hui, j'en suis au stade de penser qu'en fait notre vrai crime, c'est d'avoir fourni un espace de débat. Ça peut vous paraître simpliste, mais je suis profondément convaincu. Ce ne sont pas les enquêtes que nous avons faites sur la corruption, etc. Parce que je pense que les régimes arrivent à savoir comment dépasser ce genre de situation. Mais je pense que l'action la plus subversive qui puisse exister dans nos pays aujourd'hui, c'est d'offrir un espace de débat. Pourquoi? Parce que les autoritarismes se nourrissent de la polarisation de la société. Le régime marocain, de quoi il vit? Il vit en nous disant, vous les gauchistes qui aimez la liberté individuelle, etc., vous n'arrivez pas à parler avec les islamistes qui veulent mettre le voile à vos femmes, etc. Et on est obligé d'être là et de faire en sorte que tout ce beau monde marche droit. Lorsque ces gens-là commencent à se parler, et lorsqu'ils ont l'espace pour se parler, et commencer avec des différences évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout va bien se passer, mais lorsqu'on leur donne l'espace pour se parler, pour justement essayer de trouver les points communs qui peuvent faire en sorte que ce soit une nation, c'est-à-dire une société qui se mette d'accord sur un minimum de valeurs, en fait ce qu'on dit à ces autoritarismes, nous n'avons plus besoin de vous, vous pouvez rentrer chez vous, merci, tout se passe bien. Et cela, vous ne pouvez le faire qu'avec un espace de débat. Ce que nous avons fait de plus subversif, c'est de mettre en face Nadia Yassine et Saïd Saadi du PPS qui avait poussé, qui était le promoteur justement de la réforme du statut de la femme, appelé le plan d'intégration de la femme au développement, et en face Nadia Yassine qui était une militante islamiste qui est d'ailleurs toujours avec que la Je pense que c'est parmi les choses les plus subversives que nous avons faites. Ce n'est pas de démontrer que Ben Issa, ministre des Affaires étrangères, a volé de l'argent aux États-Unis. Ce n'est pas de démontrer qu'il n'y avait pas de pétrole à Tennessee alors que le roi avait fait un discours en disant qu'il y avait. Je pense que dans la hiérarchie de nos crimes vis-à-vis du régime, celui-ci de créer un espace de débat est ce qui est le plus subversif. Ce qui me fait dire d'ailleurs que ce que font les gens comme la TMF, la MDH, est aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle la MDH est aujourd'hui persécutée. Parce que défend la MDH? Elle défend tout ce monde. Elle ne différencie, elle ne discrimine pas en fonction de l'idéologie des gens. Un être humain est un être humain lorsqu'il est attaqué dans ses droits, qu'il soit voilé, barbu, pas voilé, pas barbu, en faveur de la liberté de conscience, etc. Elle les défend. Et cela est insupportable et profondément subversif pour le régime. Et c'est ce à quoi je vous invite à travailler. C'est de créer cet espace de débat. Avant d'adjuger les débats sur l'islamisme, pas l'islamisme, acceptons d'abord que nous avons besoin d'espace où ces gens-là peuvent se parler. Et c'est en faisant cela que nous arriverons à faire émerger justement nos solutions. D'ailleurs, l'une des leçons que j'ai apprises en étant journaliste, mais plus tard en faisant autre chose, c'est que individuellement, personne de nous n'a la solution à nos problèmes. Je serais incapable de vous dire, et pourtant c'est un peu mon domaine, l'économie politique, etc. Je serais d'une prétention extraordinaire si je vous disais voilà ce que le Maroc doit faire, voilà ce que l'Algérie va faire, et on aura la croissance, etc. Par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'en mettant les intelligences en commun, on pourra trouver une solution. C'est qu'en permettant aux gens de se parler, on pourra trouver des solutions. La deuxième chose qui est liée à cette histoire d'espace de débat est l'importance de la presse. C'est que je suis de moins en moins convaincu qu'une société, je suis de moins en moins convaincu de la notion qu'une société vit sur la base de valeurs qui sont vitrifiées, qui ne changent pas. Une société évolue. Une société est un organisme vivant qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de tester les limites. Et c'est justement ces espaces de débat, et ce sont justement les médias, l'agora moderne, qui permet à cette société de respirer. Il y a une raison pour laquelle les grandes et belles démocraties sont des espaces où le débat est constant, où la conflictualité est constante. La question est comment on gère cette conflictualité. Et en fait, cette conflictualité-là
qui est fertile de notre avenir. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, en opérant, en enlevant en fait, en privant nos sociétés de ces espaces de confrontation, on enlève à nos sociétés la capacité d'enfanter demain, d'enfanter les valeurs qui vont faire en sorte qu'on va vivre ensemble. Et c'est en cela que c'est un crime contre la société que de combattre la liberté d'expression et de mettre des gens comme Hajar Arissoni en prison. Donc je vous invite à vous battre pour cette idée de la presse. Et je voudrais aussi souligner un aspect qui reste confus dans la tête des gens. La liberté d'expression n'est pas la liberté de la presse. Et c'est un discours que j'entends souvent. Mais vous dites qu'il n'y a pas de liberté au Maroc, regardez ce que les gens racontent sur Facebook et sur Twitter. Non, peut-être, à la limite, je peux me mettre d'accord avec vous, et c'est même pas le cas, qu'il y a une liberté d'expression. Mais la liberté d'expression n'est que la première étape. La liberté de la presse est importante parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est là où on hiérarchise les grands dossiers, et c'est là où on arrive à un consensus, c'est là où on fabrique du vivre commun. Les réseaux sociaux atomisent les opinions. Vous avez des gens qui ont chacun dans son côté, qui racontent chacun. Mais où est l'espace de rencontre? L'espace de rencontre ne peut se faire que dans des cadres institutionnels. Donc il faut réfléchir à des modes qui vont permettre la survie de ces modes institutionnels, qui vont créer ces espaces où non seulement on exprime ses opinions, mais on permet à ces opinions de se confronter et de créer le vivre commun. Et merci. Merci. Juste sur ce dernier point concernant Internet et les réseaux sociaux, je suis évidemment d'accord avec Aboubakr sur le fait qu'il faut qu'il y ait un espace où les gens se rencontrent et débattent. Mais il y a, à mon avis, à mon sens, en tout cas là en Algérie ça a été démontré, l'importance que vous ne pouvez pas imaginer des réseaux sociaux dans le dévoilement de la répression. Et par exemple, de savoir que Karim Tabou a été arrêté à 13h et à 13h20, on était au courant, et toute la toile était en train de se révolter, c'est un élément très important. Et c'est pas un hasard du tout que le pouvoir fait absolument tout pour freiner effectivement toute la dynamique des technologies numériques. Donc, il faut prendre cette question-là avec un peu plus de pincettes, ne pas rejeter, parce que en fait, en vrai, on se rend compte d'une chose. Moi, j'imaginais une fois, je donnais une conférence dans une université algérienne et je parlais du rôle des technologies numériques, donc l'éthique. Je leur ai dit, est-ce que vous imaginez un seul moment si on avait eu les technologies numériques dans les années 90? Jamais, jamais si on avait eu ces réseaux sociaux, la décennie noire ne serait passée comme elle serait passée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enfermé les Algériens et on a commencé à massacrer. Et il n'y avait absolument aucune possibilité de faire entendre la voix de ceux qui étaient massacrés. Et donc, que beaucoup pleurent, ton travail de pensée nous relie au dépossédé de dire ton combat c'est le nôtre. اولا انا فؤاد الآن عرفت أنني ماشي بوحدي، لأن النظام هذه رسالة قوية لنظام ضال ومستبد، وأنا كفنان وكمواطن ولست من الرعية أقول أنني سأستمر حتى أموت دفاعا عن حق الشعب المغربي في الحرية والكرامة. والكرامة. أولاً شحال هادي ما سمعت on va vous donner la parole. شحال هادي. على كل حال بكر الجامعي صديق اللي كان شاب ما نقولكش طفل
بوبكر الجامعي دار واحد المشروع من الشباب مع الشباب المغاربة كانوا طموحين ولكن المخزن ما كيعرفوش الناس الميكانيزمات ديال المخزن ما يمكنلوش يتقبل جريدة بحال الجورنال لأنه يمكن يبغي يحتويها ملي ما احتواهاش ها انتم شفتوا شنو عمل ماشي بوبكر الجامعي اللي خسر غادي نبقاو مستمرين وانا غادي نقول واحد القضيه ان الحراك بحال انا ساهمت في 20 فبراير وخصنا نعرفوا ان حركه 20 فبراير هي استمرار لحركه 1965 81 Boubker me demande de traduire ce que j'ai dit en arabe. Heureusement, il ne va pas me traduire en justice. Seulement, il va traduire des jeux de mots. Les jeux de mots au Maroc, les humoristes, moi je connais très bien la satire française depuis très longtemps. Depuis que Molière a écrit l'Avare et Al-Jahid, 3 siècles avant, il a écrit les Avares. C'est un grand satiriste arabe, irakien, qui est mort et c'est notre maître de la satire et de l'humour. Et ceux qui nous gouvernent, ils n'ont pas le sens de l'humour. أقول أن المغرب اليوم ينتظر انفجار كبير لأن النظام لا يقدم لهذا الشعب إلا السجن والإهانة ويعتقد أنه بهذه الطريقة سيخيفنا. أنا أقول من هنا مع الأسف في بلد المستعمر القديم يعطينا الكلمة والاستقلال منعنا وطردنا ورمى بنا في السجون مع الأسف الشديد. ولهذا قد يطفل بركة لن تموت ولو دخل أصدقائه إلى الحكم إنهم لن يشاركوا في الحكم. هناك لو بوفوار au Maroc كاين في واحد البلاصة وهذوك غادي ياخذوا غير البوربوار. Il y a le pouvoir et le pourboire. Aujourd'hui au Maroc, le Makhzen il nomme le gouvernement, les députés et aussi l'opposition. Elle a nommé dernièrement l'opposition. C'est extraordinaire. La science politique doit changer. Tu vas me traduire en arabe. Il y avait un journaliste français une fois, il est venu pour la première fois au Maroc. Il m'a dit oui, vous savez, au Maroc ça va, c'est pas comme au Moyen-Orient, terrorisme et tout ça. J'ai dit restez, 3 jours vous allez voir. Il était jeune. Il a dit comment ça va la liberté de la presse au Maroc? J'ai dit tout va bien jusqu'à prison. Prison, moi je prononce très mal le français. Jusqu'à prison tout va bien au Maroc. Je remercie mes amis de la TMF. Cette affiche-là, la TMF m'a donné un espoir de continuer, de bouger, de jouer parce que j'ai fait l'école Jacques Lecoq en France et j'ai fait le halqa au Maroc et j'ai grandi avec la culture populaire marocaine. Je respecte toutes les cultures, toutes les satires, de Raymond Devos à Sacha Guitry ou à Shakespeare. J'ai lu tout, la satire à travers les âges. Mais les Marocains, ils ont un sens de l'humour extraordinaire. C'est que la satire, c'est l'arme où on peut combattre un dictateur
on peut al-hiba, l'aura. C'est l'aura artificielle pour faire peur au peuple. Mais la peur a changé de camp. La peur, il n'est plus chez nos cœurs, il est dans le cœur de dictateurs. Et ce qui se passe en Algérie, je suis solidaire avec mon frère, le journaliste algérien, ou marocain, c'est la même chose. On doit s'unir entre nous. Le peuple marocain, le peuple algérien, on s'en fout de ceux qui nous gouvernent. عندهم دابا في الجزائر قايد صالح رئيس الحكومة اسمه صالح حتى واحد ما صالح أو صالح غير في السمية صالحين غير في السمية القايد ديجا القايد سي با بيان déjà le guide c'est pas bien c'est pas sale donc je suis venu ici je suis assis à côté du jeune Boubacar qui a vraiment fait qui a souffert avec le journal. Maintenant c'est pas grave, il y aura encore une 20 février plus grande. Je vais vous dire, c'est une question de temps. Les Marocains, c'est contagieux. Les Algériens sont dans la rue, les Tunisiens, les Soudanais. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que tous les dictateurs arabes, quand ils sortent du pouvoir, on voit l'argent dans les murs. C'est pas possible. Ou qu'ils déroulent les photos d'Yalon de l'argent. L'argent, tu vois par exemple les dictateurs, le roi de l'Arabie Saoudite. Il est comme ça. Et même chez nous, c'est Big Brother. C'est Big Brother, tu les vois partout, dans la rue, sur le timbre, sur l'argent. Où tu vas, il y a le Big Brother qui te suit. C'est pas George Orwell, c'est nouveau, le Big Brother, nouveau. فين ما مشيتي الفلوس ديالهم كدور كيدير فيك ها انت تشري شي حاجه داير فيك ها كيقول ما تخسرش بزاف ولا كاع زدتي شي حاجه كيقول لك غنجمع الفلوس راه فيهم التصاور ديالي انا ما كتفهمش هذا كارت ناسيونال ديالي donc moi j'aimerais bien revenir en France ou en Belgique ou rencontrer les Marocains. C'est malheureux mais c'est comme ça. Le pouvoir, il ne va pas gagner, rien gagner parce que le Maroc, c'est comme une immense salle d'attente et le peuple marocain, il attend. Nous, on vit dans une immense salle d'attente qui s'appelle le Maroc. On attend, qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y aura l'implosion. C'est sûr, c'est une question de temps, je répète ce que j'ai dit. Parce que le pouvoir a dépassé les limites. Regardez ce qui s'est passé à Al-Husseima. Il faut traduire en arabe parce que monsieur le français, maintenant il nous regarde et il attend la traduction en arabe. أجي واحد القضية هذاك الدستور ديال المغرب دستور عجيب يعني هذوك هاد الايامات قال غيبنيو واحد لوطيل 5 ايطوال حدا البرلمان باش هذوك البرلمانيين يرتاحوا ولكن حنا كنشوفوهم في التلفازات ديما ناعسين راهم في لوطيل نيت علاش غادي يبنيو لهم اوطيل انا بالنسبه لي ان تكون برلمانيا في المغرب هذا اقتصاد الريع سي ديزاغريمون حتى واحد ما صوت عليهم 99.99% كيصوتوا لصالح هذوك الناس اللي كيترشحوا مع السلطه واحد ما صوتش باقيين كيقلبوا عليه الان باش تكمل 100 عندك هذاك معلوم ما يفلتش هذاك الدستور المغربي فيه واحد البنود ديالو البنود ديالو كاين واحد البند فيه séparation de pouvoir فصلوا الصلاة الناس ما قراوش مزيان راه فصلوا الصلاة كيفصلوا الصلاة ماشي سيباراسيون كيفصلوا عليهم الصلاة
على المقاس. كتذكروا مثلا في 20 فبراير واحد داو الحبس عطاوه 10 سنين لان كان هاز واحد لافته بيضاء ما فيها والو. داو البوليس قالوا شنو ناوي انت؟ قالوا علاش ما كاتب والو؟ قالوا انت باغي تكتب شي حاجه وما قادش. انت باغي وما قادش. الناس غالطين في واحد القضيه. هذاك الدستور ديال رجال المطافئ جابوا الحكومه ديال لي بومبيي باش يطفيو العافيه، ولكن شحال خصهم ديال الماء ولا عاود شعلات عاوتاني. اذا انا كنقول من هنا لن اتراجع وغادي نبقى ما حدني نقدر نسافر، ما حدني نقدر نطلع في الخشبه، ما حدني نقدر نحارب الهاله ديال السلطان اللي كيخلع بها الناس، واننا في القرن 21 غادي نستعمل السخريه للقيام بعمليه ستريبتيز للديكتاتور لنراه عاريا امام الملأ من السودان الى السعوديه. الى شوف السعوديه لما كانت الحرب في الخليج وكان هذاك الملك فهد وكان هو كان حول عينيه الصحه دي كان حول، وصدام حسين كان ضرب واحد الصاروخ على السعوديه وتخلع هذاك الملك السعودي بغى يصلي بغى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكان جورج بوش هو رئيس امريكي نساه والله قالوا الله وبوش. وجا عنده ياسر عرفات قال له جلاله الملك من فضلك الله يجازيك ما كتعاونش فلسطين. قال له الله طال عمرك احنا نبعثوا فلوس. شو كيقلبوا هذوك اللي خدامين مع الملك فهد كيقلبوا الفلوس مساعدات فلسطين. قالوا جيب لي المساعدات اللي كنعطي لفلسطين باش نحشم عرفات. اولا خلاه كيتسنى من يدخل عرفات لابس داك الحوايج داك التوب ديال فلسطين وما تيشوفش مزيان. قال له مرحبا باولبرايت يسحب وزير الخارجيه ديال امريكا. دخل هذاك دخل عنده عرفات قال له من لقاو الملك السعوديه كان كيعاون غواتيمالا في الخريطه يسحبها فلسطين. قلبوا له الخريطه عاد عطاوهم. الان في المغرب الناس كتخاف من الخيال ديال واحد السيد خرج في الزنقه كيدور في الزنقه في العشيه وكانوا المظاهرات وشاف الخيال ديالو داير طربوش وهو ما داير والو. قال او واحد الوقيته شاف الخيال ديالو عنده عصا وهو ما هز لا عصا لا والو. قال هادو حيدوا لي الخيال ديالو داروا خيال اخر تبعني. مشى دخل الدار ديالو الخيال ديالو تابعو. انا ردوا بالكم من تجوا المغرب ردوا بالكم من خيالاتكم. اشكركم على هذه الدعوه. في الحقيقه اتمنى أشكركم على هذا الحضور وهذا يشجعني بالاستمرار. وسأعود ربما بمساعدة لا TMF وجمعيات أخرى للقيام بعروض على أرض البلدان الأوروبية لأن فيه إخوان ديالنا كيبعثوا لهم عروض من وزارة الهجرة باش يجيبوا لهم التخلف في المغرب وباش يبقى عندهم علاقة مع ثقافة الاستسلام والثقافة المخزنية كيجيبوا لهم حتى لهنا. ما تنساوش راه كاين المقدمين هنا كيعطيو دروس لهذوك باش يبقاو مخلوعين واخا يبقى 40 عام في فرنسا خصو يبقى مرتبط مع الظلم. ولهذا سنستمر جميعا كل واحد بطريقته. انتم في حقوق الانسان بوكر الجامعي في الصحافه علينا كمناضلين وكحقوقيين ان نتحد لان الظالمين متحدون ضدنا. ما عندناش الخيار الا ان نتحد في مواجهه الظلم. وشكرا.
Écoutez, pardon, on va arrêter là parce qu'on a un problème de timing, on a commencé très en retard. Nous allons rendre un hommage à Metsunosi Aboubakr par la TMF. Voilà, je cède la parole. Alors voilà, merci beaucoup. On voulait vraiment clôturer ce beau débat, très riche, par un hommage vibrant à nos deux militants, donc Monsieur Jam'i, et alors désolé, mais on vous connaît par Ziz. Et donc tout de suite, donc Saïda qui va donner un cadeau, mais vraiment symbolique, donc en hommage. Alors on peut applaudir. Et un deuxième cadeau symbolique également à Monsieur Jam'i. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et donc tout de suite, on appelle ça Haja pour dire deux mots. Une annonce. C'est frère Aliko. Bon, je suis Samhadja d'agir pour le changement de la démocratie en Algérie. On m'a demandé de dire un mot parce que je suis une amie de la TMF, on est des partenaires. Je voulais juste dire aux camarades, grâce à l'humour, il y a un chef d'expression, sinon on met le gars. C'est très important. الشعب زي كاع حنا يقولوا مثلا ما يقولوش القايد صالح يقولوا القايد غير صالح كاع صافي على اسميه تاعو القايد غير صالح. Juste envie de dire حنايا pour nous les Algériens ici en France en tout cas avec nos amis les Marocains les amis les Tunisiens et je pense que la TMF regroupe toute cette dynamique. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste debout et encourager ce que fait la TMF. Nous sommes convaincus, sans l'unité de nos peuples, c'est clair, il y aura des rois officieux ou officiels au Maroc et il y a des rois non officiels en Algérie et en Tunisie. Donc seule l'unité des peuples, ça va être lent, certainement, mais on est sûr d'être sur le bon chemin. Nous, on est convaincus que la lutte du Khirak, des Rifins, quand il y avait les Rifins, se faisait battre. Vous savez que l'écho dans toute l'Algérie berbère, ceux qui ne pouvaient pas réagir, ils pleuraient au moins par rapport à ce qui se passait au Maroc. Et c'est une réalité, c'est pas vraiment un slogan. Et je pense que ce qui fait peur à nos dirigeants, c'est cette unité, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas réouvrir les frontières. Parce qu'ils sont convaincus, demain, les frontières seront ouvertes, l'union du peuple va définitivement nous débarrasser de ces dictateurs, qu'ils aient le nom de roi ou président. Voilà, vive la lutte du peuple maghrébin. J'espère que nos camarades, nos amis tunisiens veulent s'en sortir parce que seule notre unité fera notre force. Merci de nous faire rire. Continuez, moi je vous connais.